Deuxième cercle. B. Lisbonne. Orientation. Comme je ne vous ai jamais vu dans la maison d'Amarante et que vous prétendez avoir connu Isabelle, cela veut dire que vous l'avez connue sur le tard, quand elle était déjà une femme. Même si pour moi, elle n'est jamais devenue une femme. Elle est restée mon enfant. Je m'appelle Brigida Teixeira. Mais elle m'appelait Bi. Et je suis resté pour toujours sa Bi, comme elle m'appelait quand elle était petite et comme elle a toujours continué de m'appeler. Bi. J'entends encore sa petite voix d'enfant quand elle était malade. Bi. Bi, je te veux ici. Je veux ta compagnie. Je veux ma Bi. Et alors je montai l'escalier et je lui apportai un jouet, un jus d'orange pressé, un dessert fait de mes mains. Petite, elle était toujours malade. Elle souffrait d'asthme. Ce fut un drame, parce que l'asthme ne se soigne pas. Plus qu'une maladie, c'est un symptôme, et il semblait qu'il n'y eût rien à faire. Sa mère était désespérée. Puis je m'adressai de ma propre initiative à un médecin homéopathe qui était le fils d'un de mes cousins, un brave jeune homme qui travaillait le matin à l'hôpital de Santa Maria comme médecin normal, et soignait l'après-midi ses patients selon ses propres méthodes. Il l'a pris en consultation et me dit « C'est de l'asthme psychosomatique. Cet enfant a des problèmes psychologiques. Je ne sais pas de quel problème il s'agit. Il faudrait un psychologue, mais ce sont des problèmes mentaux. » C'est moi qui tins le rôle de psychologue. Et pour quelqu'un qui la connaissait comme moi, de la psychologie, il n'en fallait pas beaucoup. Son père n'était pas là à l'époque. Il n'était jamais là, toujours à Paris. Et quand il était là, c'est comme s'il n'y avait pas été. Isabelle me pressait. « Bi, papa a écrit ? Bi, papa a téléphoné ? Bi, quand rentre papa ?» Son père lui manquait. Elle en était un peu amoureuse, comme le sont toutes les filles de cet âge avec leur papa. Pauvre homme, il fallait le comprendre. La propriété d'Amarante suscitait plus de dépenses que de revenus. Un de ses amis de Paris lui avait proposé de participer à une société française d'import-export qui faisait des affaires avec le Portugal. Il avait vendu quelques hectares et faisait de son mieux pour aller de l'avant. Son absence se faisait sentir. Et la mère d'Isabelle ne fut pas d'une grande aide pour la petite. Elle était trop occupée par la paroisse. Le fait est qu'en ce temps-là, il y avait dans une des paroisses élégantes de Lisbonne un prêtre qui s'était mis en tête d'aller contre les règles du patriarche, lequel était un gros fasciste. Dieu nous en préserve et nous en délivre. Aller contre ces règles était une folie en ce temps-là, parce que le patriarche ne faisait qu'un avec Salazar. Ils avaient grandi ensemble. Salazar était bel et bien son sacristain. Et ce curé, une brave personne certainement, mais aussi un peu présomptueux, se mit à combattre contre les moulins à vent. C'est ainsi qu'un beau jour, la police politique arriva dans la paroisse et lui dit « Veuillez nous suivre ». Certains milieux de Lisbonne entrèrent en agitation, car toucher à ce prêtre signifiait toucher à certains catholiques qui comptaient beaucoup dans l'opinion publique. Comment, se demandaient ces catholiques, comment se fait-il qu'un curé comme celui-ci finisse en prison parce qu'il a tenu de son pupitre un discours contre les pharisiens ? Ça vient des évangiles. Et des comités de défense commencèrent à se constituer. À la tête d'un de ces comités, il y avait la mère d'Isabelle. Elle avait probablement un faible pour ce curé. Je ne le nie pas, c'était un bel homme, je ne pourrais pas dire le contraire, grand, avec un teint olivâtre, des cheveux de jais pommadés. Il était venu quelquefois prendre le thé chez nous, et la maman d'Isabelle lui réservait toute son attention. Quand il fut arrêté, la bonne dame prit la nouvelle comme une catastrophe. « Chère madame, lui dis-je, que voulez-vous qu'une arrestation de plus ou de moins y fasse ? Le fort de Peniche est plein de prisonniers politiques. Ce pays est à moitié incarcéré, ma chère. Peut-être y faut-il aussi un prêtre. Comme ça, il confessera et confortera tout le monde. » Mais elle ne se laissait pas raisonner. Toute la journée au téléphone avec les amis, avec le comité, avec le secrétariat du patriarcat. Et puis le soir, des réunions interminables dans un club féminin qui se trouvait du côté de l'Avenida Duclulé, où se réunissaient les dames élégantes de Lisbonne. Isabelle restait seule avec moi tous les soirs. Elle avait peur d'aller au lit, et je l'abordais. Mais elle ne voulait pas de fables ou d'histoires pour s'endormir. D'ailleurs, elle n'était plus une enfant. Elle était déjà une jeune fille, une très belle jeune fille. Elle me tenait des discours étranges. Les grands se trouvent toujours un amant. Papa, qui sait, il s'est peut-être trouvé une amante à Paris. Maman s'est au contraire trouvé un amant idéal, mais elle n'aura jamais le courage de donner à ça un tour amoureux parce que c'est un prêtre qui pense seulement aux pharisiens.
D'après moi, ce prêtre est un parfait crétin. Et moi, je lui disais, Isabelle, une petite fille comme toi ne doit pas tenir de tels discours. Et elle me répondait, Bi, tu as toujours vécu avec moi, et je suis sûre que tu n'as jamais connu d'homme. Tu n'as jamais eu d'amant. Mais moi, quand le moment viendra, je me trouverai un amant. Je me choisirai un homme présomptueux, comme maman en connaît, je le ferai tomber follement amoureux de moi, et je le ferai mourir de déplaisir. Et moi, je lui disais, tu ne dois pas me dire ces choses, tu es une petite fille, ce sont des affaires de grands. Toi, tu es ma petite chérie. Tu ne dois pas penser à ces choses, Isabelle. Et elle insistait, ce n'est pas vrai, je suis presque grande, je me trouverai un amant, et je le ferai mourir de déplaisir. Voilà, c'était ça, mon Isabelle. Elle avait parlé d'une traître. Elle se tut et me regarda. Je me rendis compte alors seulement qu'elle devait être très vieille. Elle était un dépôt délabré de mémoire. Chère Madame Brigida, dis-je, votre histoire est très attendrissante. Du reste, je comprends que vous ayez eu beaucoup de tendresse pour Isabelle. Mais à moi, ça ne me suffit pas. J'aimerais savoir d'autres choses. Elle me regarda d'un air soupçonneux. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, répondit-elle. Moi, j'étais seulement sa nounou. Il ne pouvait échapper à sa nounou qu'Isabelle avait des problèmes avec la police, dis-je, de graves problèmes. Il s'agissait de la police politique. Elle me regarda d'un air encore plus soupçonneux. « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-elle. « C'est Monica qui me l'a dit, » répondis-je. « Bien sûr, » dit-elle méditative. « Mademoiselle Monica. »« Mais pourquoi n'avez-vous pas posé la question à Mademoiselle Monica ?»« Parce que Monica en sait moins que vous, cher Bi, dis-je, si vous me permettez de vous appeler ainsi. Et elle prétend que c'est vous qui vous êtes occupé d'Isabelle quand la police politique la recherchait. »« C'est Mademoiselle Monica qui vous a dit ça ?» demanda l'habit. « C'est Monica qui me l'a dit, confirmai-je. »« Pourquoi nier ?»« Ne niez pas, cher Bi, sans quoi vous allez renier. »« Je ne renie rien, dit l'habit, comme si je l'avais piqué au vif. Je ne renie certainement pas ce moment où mon Isabelle avait besoin de moi. »« Et alors, parlez-moi de ce moment, dis-je. » Elle se versa un verre d'eau de la carafe qui était sur la table. « Une nuit, elle frappa à ma porte, murmura-t-elle. Il devait être minuit, et elle me dit « Bi, la police me cherche. » Il pleuvait, elle était toute trempée. Elle fit une pause. « Eh bien, dis-je. Ne m'interrompez pas, je vous en prie, dit-elle. Je la laissai parler. Il pleuvait, elle avait les cheveux mouillés, elle était toute trempée. Belle, dis-je, ma petite Belle, qu'est-ce que ça veut dire, la police ? Mais elle ne dit rien d'autre. Et moi de la suivre dans le corridor et de lui demander « Mais qu'est-ce que ça veut dire, la police ? Pourquoi la police ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle qui restait silencieuse. Et moi, tout en lui préparant un lait chaud, d'insister « Qu'est-ce que tu as fabriqué pour que la police te cherche ? C'est une histoire de quel genre ? Une histoire politique ?»« Stupide Bi, me répondit-elle. Bien sûr que c'est une histoire politique. Ne pose plus de questions. Et si quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. Tu ne sais pas où je suis. Peut-être que quelqu'un viendra te trouver pour te dire qu'il est le contact. Ça, c'est des amis. Je serai dehors toute la journée, et de temps en temps, je viendrai dormir ici. » Mais un après-midi, des hommes arrivèrent. C'était la police politique. Ils regardèrent partout avec arrogance et me posèrent beaucoup de questions. « Vous savez où elle est, et vous devez nous le dire » essayèrent-ils de m'intimider. Je répondis que je la connaissais à l'époque où j'étais de service dans sa maison et que je ne savais plus rien d'elle. « Et qui dort ici ?» demandèrent-ils en regardant la petite chambre où dormait Isabelle. « C'est mon amie Maria de Conceição qui dort ici, mentis-je. Elle était pâtissière et servait autrefois dans une maison de riches, mais à présent, elle est à la retraite. » Et ce soir-là, quand Isabelle revint, je lui racontai tout. Elle récupéra un petit sac qu'elle avait caché et que la police n'avait heureusement pas trouvé. Il me semble qu'il y avait dedans des livres et de petites affiches. « Si le contact me cherche ici, dis-lui que je suis allée chez une amie sûre, » dit-elle. Elle m'embrassa et partit. Je ne l'ai plus revue par la suite. Elle reprit son souffle et se versa un autre verre d'eau. « Je ne l'ai plus revue, » répéta-t-elle. « C'est possible, » répliquai-je. « Mais le faire-part de décès dans le journal, vous l'aurez bien vu. Ce n'est pas possible que personne ne vous ait averti. » La vieille Bi me regarda un peu de travers par-dessus ses lunettes.
À quel faire-part faites-vous allusion demanda-t-elle. À la messe du 7e jour, dans la chapelle de Cache-Cache, répondis-je. Ça aussi, c'est mademoiselle Monica qui vous l'a dit me demanda-t-elle. Monica y est allée ce jour-là, répondis-je, mais il n'y avait personne. C'était une plaisanterie de mauvais goût, répondit-elle. On trouve toujours un imbécile pour faire des choses de ce genre dans les journaux. Donc, dis-je, Isabelle ne s'était pas suicidée. Quelle idée, dit-elle. Vous la voyez se suicider, ma petite belle, avec le caractère qu'elle avait? Et alors demandai-je. Alors quoi dit-elle. Alors où a-t-elle fini? Elle écarta les bras. Là où le destin la conduisait, dit-elle. Mais vous avez gardé sa trace demandai-je. Vous savez où elle est? Pas du tout, soupira-t-elle. Puis elle ajouta. Excusez-moi, monsieur, vous croyez vraiment que si je savais quelque chose, je le dirais justement à vous que je n'ai jamais vu ni connu? D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant? C'est une histoire privée, répondis-je, qui serait trop longue à expliquer. Il me sembla être arrivé à un point mort. Si l'habit ne savait pas, il était inutile d'insister. Si elle savait, il était tout aussi inutile d'insister. Jamais elle n'allait donner des nouvelles de sa belle à un inconnu qui venait chez elle tant d'années après. Alors je dis, Monica ne sait pas grand-chose. À cette époque, elle ne la fréquentait pratiquement plus. Mais vous, cher Bi, vous savez à coup sûr qui fréquentait Isabelle durant la période où elle était cachée chez vous. Le contact, répondit-elle rapidement. Elle fréquentait le contact. Et qui était le contact demandai-je. Quel visage avait-il? Inconnu, dit-elle. Bien sûr, dis-je, inconnu. Mais Isabelle avait bien dans ces jours-là quelqu'un que vous devez connaître. Elle sembla flotter dans le vide. J'ai connaissance d'une musicienne, répondit-elle. En ce temps-là, elle fréquentait une musicienne. Elle habitait alors Travessa do Carmo. Mais à présent, je ne sais pas où elle habite. C'est une musicienne qui joue de la musique moderne. Elle a un nom étranger. On m'a dit qu'elle jouait dans une boîte de Praçada Alegria. Vous savez, cette musique qu'ont inventée les Noirs. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et le nom de cette fille non plus, je ne m'en souviens pas. C'est un nom étranger. Et maintenant, bonsoir. Vous m'excuserez. Le soir, je me couche tôt.